Donc cette première table ronde a une thématique qui est assez générale, mais on va resserrer, donc mieux comprendre, intégrer, accompagner. Quand on parle de recrutement, le champ est assez large. Peut-être qu'on enchaîne tout de suite avec votre introduction, puisque vous vouliez ouvrir la problématique. Jean-Baptiste Réboul, vous êtes directeur de la revue Espace Tourisme et Loisirs. On vous écoute et après on amorce les échanges. Ouais, un tout petit mot Oui, d'introduction. Je oui, vais oui, pas. oui, oui. Donc à la revue Espace, nous on observe beaucoup les relations entre notamment les jeunes et puis les entreprises et également les territoires. On a plus de 5000 jeunes en formation tourisme abonnés chez nous et on publie à peu près 10 000 annonces par an de recrutement. Donc tout ça pour dire qu'on a fait aussi un sondage où on a interrogé tous les jeunes en formation tourisme. Ils ont été 308 à nous répondre. Donc on connaît un petit peu leur motivation. Et puis on a lancé un service qui permet aux jeunes d'aller dans les entreprises et d'aller discuter avec les patrons. Alors, on voit beaucoup de choses assez différentes et c'est pas facile d'avoir une vision unique et un peu uniforme de la relation au travail, notamment des jeunes avec les entreprises ou les territoires. On sent bien que les choses bougent, mais il y a aussi des permanences et donc c'est jamais très évident d'avoir une vision trop clivante. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des jeunes, si on fait d'abord les jeunes et ensuite les entreprises, pour les jeunes et notamment les étudiants qui sortent de formation, aujourd'hui, ils sont quand même clairement dans une situation plus favorable. On entend pas mal de DRH qui nous disent, quand on reçoit des jeunes, on a l'impression que c'est nous qui passons les entretiens. C'est-à-dire que c'est eux qui décident s'ils ont envie de travailler avec eux ou pas. Donc une situation plutôt favorable, le rapport de force, quelque part, c'est un peu inversé. On a beaucoup de patrons, de chefs d'entreprise dans le secteur du tourisme, notamment des patrons de tour operating ou d'agences de voyage, qui avaient vraiment une habitude de dire, les jeunes, ils veulent tous venir travailler chez nous, c'est formidable. Et donc, on prend ceux qu'on veut, on prend les meilleurs, et puis on est un peu comme ça sur notre trône. Bon, c'est plus vraiment le cas. Soit ils viennent pas, soit ils s'en vont assez vite, et donc ça avait des vrais problèmes de recrutement. Du coup, et puis dans le même temps, il y a une image parfois un peu négative des jeunes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours la cote, objectivement. On leur reproche pas mal de choses, on leur reproche de ne pas vouloir plus avoir envie de travailler, de ne pas vouloir s'impliquer, de vouloir uniquement travailler chez eux, télétravailler. Les DRH qu'on rencontre régulièrement nous disent le deuxième élément de discussion dans un entretien d'embauche, le premier c'est la rémunération, l'élément de négo, et le deuxième c'est est-ce qu'il y a un accord ou non de télétravail. Nous sur notre site on a été obligé de rajouter des critères, accord de télétravail ou non, 1 jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc c'est vraiment, ça devient un critère discriminant pour travailler dans une entreprise. Donc ça complique quand même un peu les choses. Donc les jeunes n'ont pas toujours la cote et c'est assez injuste parce que dire les jeunes, d'une manière générale, ça n'a pas beaucoup de sens. Nous, on a plus de 200 jeunes qui sont inscrits sur tous les événements qu'on organise. On a organisé à peu près une 50aine d'événements et on voit le pire et le meilleur. On voit des jeunes hyper dynamiques qui traversent la France pour aller rencontrer une entreprise et son dirigeant. Et puis on en retrouve d'autres qui ne sont pas du tout curieux, qui ne s'intéressent à rien. Mais on a parfois aussi, et c'est là où ça devient difficile à comprendre, c'est qu'on peut avoir le meilleur et le pire chez la même personne. C'est-à-dire quelqu'un qui à un moment donné va être vraiment top niveau, puis à un autre moment, on ne va pas comprendre une attitude assez peu motivée, assez peu curieuse. Quand on fait des présentations sur toutes les entreprises qu'on peut aller rencontrer, donc il y a quand même des opportunités formidables d'aller voir plein de boîtes et de discuter avec les dirigeants. On a fait plusieurs présentations dans des écoles. Sur 100 étudiants en face de nous, on en a quand même 40 qui disent « Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller voir personne. » Bon. Donc c'est quand même un peu perturbant. Et quand on a 10 inscrits sur un événement, on en a 3,6 qui disparaissent entre le moment où ils se sont inscrits et le moment où il faut venir. Donc c'est quand même, le taux de no-show est quand même assez élevé. Ça nous a un peu surpris. On trouvait que c'était un peu élevé. Bien, bon. Et pour autant,
il y a des jeunes extrêmement dynamiques, mais pas tous. Hein. Sur un événement où ils sont quand même avec le DRH, ils peuvent trouver un stage, ils peuvent trouver un contrat d'apprentissage. Et toutes les entreprises qui les accueillent, ils cherchent du monde, ils ont vraiment envie de les embaucher. On n'en a que 4 sur 10 qui sont actifs pendant l'événement, qui préparent, qui se renseignent avant et qui posent des questions. Il y en a 6 sur 10 qui sont un peu les bras croisés, qui ne font pas grand-chose. Donc voilà, il y a des jeunes très dynamiques, il y a des jeunes qui ont très envie. Nous, on voit des événements qui sont très forts, et puis d'autres, on est très déçus. Donc c'est difficile d'avoir un profil type, je trouve. Et ce qu'on peut dire aussi sur les jeunes, dans les qualités, c'est voilà, ce qu'ils attendent. Hein. Nous, dans le sondage qu'on a fait, ce qu'on a remarqué, c'est que, si vous voulez, sur les valeurs, sur ce qui compte vraiment pour eux, c'est... ça nous a un peu surpris. Les valeurs premières, c'est la politesse, le respect des personnes et la bienveillance. C'est le truc qui compte le plus. Et après, on leur a posé la question sur quelles valeurs morales ou philosophiques vous êtes prêts à transiger. Et la première qui arrive, c'est le courage. Donc c'était quand même un peu surprenant. On était quand même un peu surpris. Et sur ces 308 jeunes qui nous ont répondu à 32 questions, bon, il y a des choses qui ne sont pas vraiment des surprises. C'est-à-dire, on a interrogé des jeunes qui sont en formation touriste supérieure. Hein. Ce n'est pas tous les jeunes. Ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'ils ont choisi le secteur du tourisme pour voyager. Donc, ce n'est pas franchement un scoop, mais quand même, ça reste. Hein. Et ils ont choisi de faire partager leur passion des voyages. Donc, ça reste très fort. Hein. L'envie de voyager, de vendre du rêve, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est terminé. Par contre, ce qu'on voit arriver juste après, c'est l'envie de promouvoir une destination. Et ça, je pense que c'est un peu nouveau. Et après, quand on leur demande quel secteur vous connaissez le mieux, on a été très surpris de voir que c'était le secteur dit institutionnel. C'est-à-dire que les offices du tourisme, les départements, les régions, ça arrive très haut. Une très bonne image. On a des secteurs qui sont assez connus, les agences de voyage, l'hôtellerie. Donc on leur pose la question, quels sont les secteurs que vous connaissez le mieux? Ils nous disent, voilà, l'hôtellerie, les agences de voyage, l'institutionnel. Puis après, on leur dit, quels sont les secteurs qui sont pour vous les plus attractifs? L'hôtellerie et les agences de voyage n'arrivent pas du tout en haut. Ils arrivent plutôt en bas. Et paradoxalement, des secteurs qu'ils ne connaissent pas bien, c'est-à-dire l'aérien et le voyage d'affaires, arrivent très en haut en termes d'attractivité. Donc si je résume, ils sont attirés par des secteurs qu'ils ne connaissent pas. C'est un peu étrange quand même. Donc ça, c'est pour les jeunes. On voit bien qu'il y a des profils très différents. Et ce que nous disent les chefs d'entreprise, les DRH, c'est que le seul truc qui compte pour eux, c'est la motivation, le savoir-être, les soft skills. Voilà. Le reste, en gros, ils s'en foutent. On a eu un patron d'une grande entreprise de club de vacances qui nous a dit, écoutez, avant, on avait déjà des problèmes de recrutement, c'est pas nouveau. Donc avant, quand ils avaient une tête, 2 bras, 2 jambes, on les prenait. Aujourd'hui, s'ils ont une tête, un bras, une jambe, on les prend aussi. Donc l'exigence a un peu baissé à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'ils demandent concrètement? Et là, on peut interpeller un peu les enseignants, les écoles. Hein. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'ils ne trouvent pas chez les jeunes aujourd'hui. C'est le calcul mental. C'est-à-dire la règle de 3, les pourcentages et calculer des parts. Ça a l'air de rien comme ça, mais nous, ils nous disent, quand ils sont responsables sur un site des achats, qu'il faut commander des matières premières, des t-shirts, des machins, etc., s'ils se trompent sur les chiffres, ça fait des grosses différences en termes de coûts. Donc, ils veulent des gens qui savent compter. Et tous les grands patrons vous le diront, quand on n'est pas à l'aise avec les chiffres, c'est compliqué de progresser dans la vie. Et il y a encore beaucoup de jeunes qui sont persuadés qu'ils vont pouvoir faire une très belle carrière en étant fâchés avec les chiffres. Donc là, moi, je m'adresse aux jeunes qui sont dans la salle. Si vous êtes fâché avec les chiffres et vous pensez que ça ne va jamais vous déranger, vous vous trompez lourdement. Ensuite, ils nous disent, on a besoin de jeunes qui savent acheter, négocier, faire des contrats. Le tourisme, c'est quand même une industrie d'achat. Il faut savoir acheter. Et ça, je ne suis pas certain que dans les écoles en France, on explique bien, on apprend bien ça, les achats. C'est quand même très fondamental. Et puis, dernier point, les réseaux sociaux, la communication.
moi, je voudrais mettre à mal un mythe selon lequel les jeunes sont super bons sur les réseaux sociaux. Ça, j'y crois pas une seconde. Moi, je les trouve assez mauvais. Et notamment sur les réseaux sociaux qui comptent pour leur vie professionnelle. Ça, le reste, c'est pas mon problème. Mais sur LinkedIn, les jeunes sont pas bons. C'est-à-dire que ça les intéresse pas. Ils ont très peu de relations, très peu d'actions, très peu d'engagement. Ils sont pas bons du tout. Nous, on a organisé beaucoup d'événements. On leur a dit, répétez, allez-y, postez, racontez l'histoire. Et ils le font pas. Alors, à leur décharge, on leur apprend pas en cours. Et les profs, à quelques exceptions près, sont pas bons non plus. Or, c'est fondamental. Le prof, s'il n'est pas sur les réseaux, il ne peut pas l'enseigner, ça c'est juste pas possible. Moi, je regarde les comptes des pages des profs, c'est souvent assez consternant. Hein. Moi, je les trouve même pas. Donc voilà, bon, c'est encore pire. Bref, mais ça s'apprend. Alors moi, j'ai fait plusieurs interventions dans des écoles pour apprendre aux jeunes à maîtriser LinkedIn. Bon, maintenant, j'ai arrêté. Je n'intéresse personne. Ça marche pas. Ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Bon. J'ai le cas comme ça, je vous cite un exemple. On a fait venir 3 étudiants d'une école de Lyon qui étaient invités par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air pendant 4 jours au Club Med de la Rosière pour leurs universités d'été. Ces 3 jeunes filles, elles ont vécu quelque chose, une expérience extraordinaire. Elles étaient avec 200 patrons de camping. Elles ont participé à 2 ateliers extrêmement intéressants. Et elles ont fait des interviews, elles ont rencontré plein de gens, elles ont vécu un truc fabuleux. Je leur ai dit, maintenant, il faut faire un post sur LinkedIn. Il n'y en a qu'une des 3 qui l'a fait. Et les 2 autres, je leur ai dit, écoute, fais-le, c'est vachement bien pour toi, c'est important, etc. Je peux vous montrer les messages, elles me disent, je vais le faire. Non, parce qu'il vous reste 30 secondes pour terminer votre introduction. Et donc, elles ne le font pas. Alors, c'est quand même bizarre, quoi. Alors, du côté des entreprises, je termine là-dessus. Ouais. Beaucoup plus compliqué. Les DRH nous ont dit qu'ils avaient été obligés de réduire considérablement le délai entre l'entretien et « OK, on vous prend ». Donc avant, c'était 2-3 entretiens, 3 semaines. Maintenant, c'est en dessous d'une semaine, le jeune, il est parti. Hein. Il s'est ghosté, comme on dit. Et ensuite, entre le moment où c'est OK, on a le contrat, il faut aller beaucoup plus vite aussi. Hein. Donc ça, c'est important. La marque employeur, c'est vraiment fondamental. Et c'est pas nouveau dans l'hôtellerie et la restauration notamment, mais on se rend compte que finalement, on est passé du consumer-centric au employees first, pour parler un peu français. Et donc, les collaborateurs sont plus importants que les clients. Et ça, je pense que c'est quelque chose de... On en retrouve toujours des clients. Moi, je vois dans ma propre entreprise, qui est une entreprise de médias, mes journalistes, mes collaborateurs sont beaucoup plus importants que mes clients. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de mal à trouver des collaborateurs, alors que des clients, j'en trouve relativement facilement. Donc, se concentrer sur sa marque employeur et sur sa capacité à séduire, à raconter quelque chose et à donner du sens, monsieur le DRH du Puy du Fou a vraiment très bien expliqué ça. Donner du sens, c'est fondamental. C'est ce que les jeunes demandent aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'il faut leur dire. On va donc publier ce sondage dans quelques jours. Et moi, je conseille aux entreprises de reprendre mot pour mot les engagements sur l'ambiance, la considération, etc., s'ils veulent garder les gens. Merci beaucoup. Voilà. C'est une bonne transition. Catherine Quérard, je démarre avec vous. Comment vous l'expliquez, vous, ce manque d'attractivité? Vous êtes hôtelière, hein, vous avez une très longue expérience dans l'hôtellerie. Comment vous l'expliquez, ce manque d'attractivité aujourd'hui pour les jeunes dans cet univers-là, du tourisme au sens large? Je suis hôtelière et restauratrice, j'ai plusieurs sites. D'abord, c'est de notre faute, nous, restaurateurs et hôteliers. On a un peu, entre guillemets, abandonné le sujet il y a quelques années et on n'a pas joué collectif surtout. C'est-à-dire qu'on a souvent mal accompagné les jeunes, on ne les a pas accueillis. On parlait de sens tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'idée du manège. Et en fait, dans ce manège, c'est un collectif qui permet d'émuler tout le monde et d'aller vers une direction bien ordonnée et comprise de tous. Et finalement, beaucoup de nos professionnels sont, et je l'ai, je crois, déjà dit l'année dernière aux 5e Assises, mais on a, comment dire,
on faisait pour nos jeunes, on les accueillait pas, on les mettait dans le bain sans avoir des points, et particulièrement chez les apprenants, sans faire des points réguliers avec eux, et on les laissait, c'était un peu à la méthode habituelle, tu te mets là, tu vas faire ci, tu vas éplucher, tu vas pour les parties cuisine et en salle, et tu vas être observateur, et en fait on faisait pas des points de progrès réguliers pour voir donc la dynamique du jeune là où il en était, et ils ont besoin d'être félicités et aussi. Peut-être cette notion de sens, ils savaient peut-être pas pourquoi ils épluchaient. Non. Alors, les professionnels se sont quand même réveillés parce qu'avec le Covid, d'abord, ils se sont posés beaucoup de questions sur eux-mêmes, avant tout, leur place dans l'entreprise, la dynamique qu'ils devaient donner à l'entreprise. Et ils ont pris le sens du collectif à l'intérieur de l'entreprise. Il faut prendre le sens du collectif global maintenant. Et pas que chez les hôteliers-restaurateurs. Je pense à la Fédération de l'hôtellerie de plein air, et je dirais même peut-être en avance par rapport à nous, parce qu'ils sont multiples. Ils ont plusieurs métiers à l'intérieur qui doivent converger ensemble. Et en même temps, aujourd'hui, dans l'hôtellerie, les profils, disons, les plus... ceux qu'on recherche le plus sont des profils polyvalents. Et des profils polyvalents avec un savoir-être parfait. Oui. Tout à l'heure, on disait une tête, un bras, une jambe, c'est le minimum, et effectivement. On est aussi en train de regarder pour l'inclusion, la vraie, c'est-à-dire le handicap, mais pas que, les gens éloignés de l'emploi. On va chercher tous ces profils-là, d'abord parce que nécessité fait loi, et puis je pense que sur le plan RSE, social et sociétal, là, on porte vraiment du sens. Et je trouve que cette dynamique, elle va amener des valeurs. Pour autant, dans la jeune génération, il ne faut pas perdre l'idée que l'évolution dans la vie c'est très court, c'est un bref passage sur Terre, et pour autant ce passage, il faut le rendre le plus joyeux possible, et c'est pas forcément l'oisiveté qui va rendre les choses joyeuses, c'est pouvoir se permettre de choisir ce qu'on veut au moment où on le décide, et enfin pour moi c'est une vraie valeur. Donc là aussi on a des choses à partager, et puis à nous aussi, nos professions du tourisme, d'aller dans les écoles, même avant collège, dès le collège, amener cette dynamique. La région fait beaucoup de choses avec le Big Bang de l'emploi. Il y a beaucoup de choses, et il faut qu'on soit surtout présent, parce qu'on a déserté les bancs du recrutement pendant longtemps parce que ça venait naturellement, et là il faut vraiment qu'on reprenne main. Vous parliez d'inclusion, j'enchaîne tout de suite avec Corinne Bélier. Donc vous représentez l'AFDAS, vous êtes déléguée régionale, et donc sur la notion d'inclusion, vous avez des propositions, voire des choses à dire. Nous vous écoutons. Alors attendez, peut-être qu'il... oui. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Oui, peut-être avant de cerner cette notion d'inclusion, qui est un peu un mot valise, ça nécessite aussi. J'allais d'ailleurs vous dire qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot inclusion. J'allais vous le demander. Je vais y venir. Je voudrais représenter l'AFDAS. Donc on est opérateur de compétences. J'avais un petit support. Alors il faut qu'on vous bougez pas. On va vous donner l'outil. Je pense que si tout fonctionne bien, est-ce que c'est ça? Ouais, super. Voilà. Merci. Alors, en tant qu'opérateur de compétences, on a plusieurs missions. Si je fais ce détour-là, ce n'est pas inintéressant malgré tout. Parmi nos missions, il y a celle notamment de promouvoir l'alternance. Donc effectivement, quand on parle de recrutement, c'est aussi une façon de diversifier ces modalités de sourcing en ayant recours à l'apprentissage ou à des contrats de professionnalisation. On a, dans nos missions, apporté un appui technique aux branches, et ça sera évoqué certainement dans une seconde table ronde sur ce qu'on peut faire avec les branches en matière de marque employeur, attractivité, observatoire de l'emploi. Et puis une 6e mission issue de la loi climat et résilience, qui concerne l'adaptation à la transition écologique. Et je pense que les questions de transition écologique aujourd'hui sont un point, en tous les cas, d'attache pour de futurs collaborateurs, en tous les cas, en termes de valeur. Le secteur de tourisme au sein de l'AFDAS, donc l'AFDAS, on est l'opérateur de compétences, pour être simple, de la culture, des industries créatives et récréatives. Et au niveau du tourisme, on intègre l'hôtellerie de plein air, les casinos, les loisirs, les organismes de tourisme. Donc voilà, c'est un peu notre périmètre. Les entreprises qu'on couvre...
72 000 entreprises, 98% de TPE-PME. Ce n'est pas neutre par rapport aussi aux pratiques de recrutement. Ça veut dire qu'on est dans des structures dans lesquelles la fonction RH est peu structurée et on a affaire en fait à des chefs d'entreprise, des gérants qui ont plusieurs casquettes. Et d'où l'importance aussi de les accompagner. Voilà. Je vais passer, c'est moi qui ai la main. Oui, c'est vous qui avez la main. Alors, en termes d'inclusion, de quoi parle-t-on? Comment on peut définir finalement l'inclusion? Pour nous, l'inclusion, ça fait partie d'une nouvelle grammaire du recrutement. L'inclusion, en fait, elle s'appréhende à travers différents facteurs d'exclusion contre lesquels il faut lutter. Donc, en termes d'exclusion, on peut être exclu du fait d'une situation de handicap. N'oublions pas qu'une personne sur 5 sera confrontée dans sa vie à une situation de handicap. Donc, écarter en fait des personnes en situation de handicap, c'est exclure aussi un potentiel en termes de recrutement. On peut être exclu aussi sur des problématiques d'illettrisme ou d'illectronisme. Et ce n'est pas que... ça concerne tout le monde, y compris des jeunes. C'est pas parce qu'on est à l'aise à faire des vidéos sur TikTok qu'on est à l'aise sur LinkedIn ou sur des formalités administratives ou autres en utilisant des logiciels. On peut être exclu du fait d'une faible ou absence de qualification. C'est aussi la situation des réfugiés. On peut être exclu au regard de son âge, de son sexe ou de son genre. Ça peut être aussi lié à des parcours de vie, on pense aux prisonniers, enfin à son origine sociale ou aussi au territoire d'appartenance de sa résidence. Donc, par rapport à ça, ces facteurs d'exclusion, en fait, pour nous, la définition qu'on donne et que je vous propose, l'inclusion, en fait, c'est un processus qui permet aux personnes en danger de pauvreté et d'exclusion sociale de participer à la vie économique, sociale et culturelle et de jouir d'un niveau de vie décent. Donc, l'inclusion, en fait, ça va permettre, elle vise à accompagner une personne pour lui permettre de trouver un emploi ou être maintenue dans son emploi, concourir à la performance de l'entreprise et aussi contribuer à la cohésion sociale et donc à la croissance de la société. Ça veut dire que cette notion d'inclusion peut permettre de recruter quand on recherche des effectifs qui manquent, mais ça veut dire qu'il y a une notion de formation à ce moment-là. Exactement, elle est de diversifier les profils et du coup, comment on fait pour les intégrer dans une entreprise? Voilà. Ouais. Et donc, ça peut passer effectivement par de la formation, mais divers dispositifs qui peuvent être mis en place, tels que du tutorat et tout ça. Tout ça, ça s'organise en tous les cas pour une meilleure accueillance. Alors, on parle de onboarding ou accueillance, mais ça, c'est vraiment des étapes très importantes. Et puis aussi pour la fidélisation et les questions ensuite post-contrat pour effectivement... et vous avez des exemples concrets où ça a marché? Où ça marche, où c'est en train de se mettre en place? Alors, effectivement, nous, aujourd'hui, on accompagne les entreprises sur ces problématiques d'inclusion. Alors, je vais juste... du coup, je vais passer et... Donc voilà, en tous les cas, on considère que l'entreprise inclusive, c'est l'entreprise de demain, avec plusieurs avantages effectivement et opportunités pour l'entreprise, en cassant des codes, en recrutant en diversifiant. Et donc les 3 niveaux d'intervention que l'on propose auprès de nos adhérents, ça va être en fonction de la maturité de l'entreprise. On va avoir des interventions en termes de sensibilisation, de formation et d'accompagnement. Sur la sensibilisation notamment, je fais vite parce que je ne sais pas quel est mon... Voilà, mais non, je pourrais revenir sur mais en fait, des je vous posais la question, est-ce que vous avez des exemples concrets où ça marche, où ça a fonctionné, sur quel type de métier ou de poste est-ce que c'est le début et que vous n'avez pas encore de retour de terrain? C'est le début. Alors en fait, on parle de... On essaye d'amener les entreprises sur ce qu'on appelle le premier kilomètre, c'est-à-dire cette phase finalement où on intègre quelqu'un qui est éloigné de l'emploi et comment on fait pour qu'elle soit opérationnelle. C'est ce qu'on va appeler le premier kilomètre. Mais on est aussi en lien avec les structures de l'insertion qui, elles, vont faire le dernier kilomètre de l'insertion pour aller vers le premier kilomètre. On peut être en fait un acteur pivot par rapport à ça.
Donc en matière d'inclusion, oui, en fait, on est en train de recueillir un ensemble de bonnes pratiques. C'est à travers notamment les actions de sensibilisation où on a mis en place un certain nombre de vidéos, de lettres, de newsletters autour de cette question d'inclusion. Ouais. On a la semaine prochaine, notamment à Paris, un premier forum sur l'inclusion dans le secteur touristique, des loisirs. Et vous sentez que les entreprises sont sensibles et sont prêtes à s'ouvrir sur ce type de profil? Justement, la partie sensibilisation est importante. Pour faire prendre conscience qu'il va falloir recruter différemment et aussi des personnes éloignées de l'emploi. Et aussi les former. Et c'est pour ça qu'on les accompagne aussi sur diversifier leurs pratiques de recrutement, comment avoir une politique handicap aussi, ça en fait partie. On a toute une offre de formation, j'ai envie de dire, je vais en dire clé en main. N'oublions pas que je disais tout à l'heure qu'on était sur des petites entreprises, donc il faut aussi leur faciliter l'accès à la formation. Et puis on a cette offre aussi d'accompagnement qui permet à des entreprises de bénéficier d'un conseil en ressources humaines, cofinancé d'ailleurs par la région et l'État, pour les aider sur la mise en place de pratiques inclusives. D'accord. On parle de formation. Anne-Hervé Madec, vous êtes conseillère en formation professionnelle à la délégation académique de la formation professionnelle initiale et continue. Donc vous avez à la fois des jeunes et des moins jeunes. Je vous laisse. Est-ce que vous trouvez les bonnes... Oui, voilà. Voilà, ok. Donc, vous, justement, sur cette notion de formation, est-ce que c'est une clé pour redynamiser, pour inciter à les jeunes et les moins jeunes, puisque vous êtes aussi sur la formation continue, à aller... Oui. Ah bon, celui-là, il nous a... Alors, prenez... Merci. C'est bon pour vous? Ça marche? Ça marche? Vous m'entendez ou pas? Oui. Il a un problème de pile aussi. Non, il marche celui-là. Voilà, très bien. On va y arriver. Normalement, allez-y. Voilà, donc Anne-Hervé Madec, donc je suis conseillère en formation professionnelle au Greta CFA 49, donc un des 4 Greta CFA. Donc j'interviens sur la formation continue et l'apprentissage. Et bien sûr, nous, dans le domaine de la formation, on a à cœur d'aller vers des nouveaux publics parce qu'on partage tous les constats qu'on fait tous. Il y a toujours un besoin important en emploi et en compétences dans l'hôtellerie-restauration, mais aussi dans le bâtiment, dans l'industrie, dans beaucoup de secteurs. Nous, on subit du fait de la baisse du taux de chômage aussi une baisse de la pression à l'entrée de nos formations. Donc ça veut dire si on ne fait pas d'efforts, on a moins de publics qui rentrent en formation. Donc vous, les employeurs, vous avez moins de personnes formées à recruter s'il y en a moins qui sont rentrés au départ, que ce soit en formation initiale, continue ou en apprentissage. Quand vous dites moins, vous avez un pourcentage ou une idée Non, mais globalement, mais vous voyez que c'est moins. Quand on parle du bâtiment ou de l'industrie, c'est des secteurs où on a beaucoup de mal à recruter. Dans l'hôtellerie-restauration, en particulier sur le service, je dirais plus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis quelques années, il y a quand même des politiques publiques qui nous incitent aussi à aller vers l'inclusion, puisque dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, on nous parle des publics invisibles, donc c'est ce sur quoi vous m'avez demandé d'intervenir. Donc bien sûr, ces publics invisibles, déjà qui sait, c'est des gens qui ne sont pas accompagnés par les structures habituelles telles que Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale. Et comment ils viennent jusqu'à vous? Ils ne viennent pas jusqu'à nous, justement. Les chercher. Voilà, donc toute notre dynamique, nous, dans le cadre de notre mission de service public, on se doit d'accompagner toutes les personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou avec des faibles qualifications. Et on doit aussi accompagner, adapter notre ingénierie de formation. Donc clairement, nous, depuis quelques années, quand on a beaucoup de candidats pour entrer en formation, on est dans une logique de sélection et on recrute les personnes les plus adaptées pour suivre nos parcours de formation certifiante.
Quand on a moins de public qui vient, eh bien, là, il va falloir travailler au cas par cas et aller chercher des nouveaux publics. Donc, nous, au niveau du réseau des Greta CFA, on essaie de faire une nouvelle forme de communication. Donc, bien sûr, on participe à tous les grands événements auxquels vous participez aussi, les forums, les big bangs de l'emploi, les salons des métiers, etc. Mais en fait, ces publics dits invisibles, qui sont jeunes ou moins jeunes, eh bien, ils ne viennent pas à ces événements-là. Donc, de plus en plus, nous, au niveau des Greta, on participe à des salons de tout petite envergure. C'est des petits cafés des métiers dans un quartier prioritaire de la ville. C'est voilà, des événements à toute petite échelle où on doit être présent. On a testé, nous, en ce moment, sur Angers... on fait de la communication maintenant sur les lieux de vie. Ça veut dire c'est de l'affichage, c'est pas dans l'espace public. Et qu'est-ce que vous appelez lieu de vie? C'est dans les salles d'attente des médecins, c'est dans les toilettes des bars, des lieux de spectacle, des lieux de vie. Et bien sûr, nous les Greta, on n'est pas adaptés pour aller chercher... c'est pas non plus notre métier, on n'a pas les ressources pour aller chercher... ou aller interpeller dans la rue des jeunes qui... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, vous avez dû entendre parler des NEET, là, ceux qui sont ni en emploi, ni en formation, ni... Et bien, ceux-là, ils sont dans la rue, mais nous, on n'est pas formés pour aller chercher les gens dans la rue. Donc, ce qu'on développe de plus en plus, c'est ce que je vous disais, tous les petits événements, les petits cafés métiers qui sont organisés par des associations de quartier, les régies de quartier, les structures d'insertion. Et notre travail, là, c'est de nouer des partenariats avec tout le réseau d'acteurs qui sont en lien avec ces personnes-là et qui peuvent les faire venir, on va dire, vers le droit commun, parce que globalement, c'est un accompagnement qui est aussi social que professionnel. Là, je vous pose une question à tous les quatre avant de voir si s'il y a des questions dans la salle. Quand vous entendez tout ce qui vient d'être dit, est-ce que vous vous dites que l'entreprise d'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire peu importe son secteur, mais enfin là on parle du tourisme, donc restons dans le tourisme, ces entreprises, c'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure, sont-elles prêtes à finalement aller vers des profils, on va dire, je mets des guillemets, différents, en tous les cas différents de ceux auxquels ils auraient pensé spontanément? Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises sont prêtes à aller vers ce type de profil? Je ne sais pas qui. Catherine Carrard, allez-y. Je crois qu'elles n'ont pas le choix. Il faut être pragmatique. Si l'entreprise ne va pas vers ces profils, elle ne recrutera pas et surtout, elle n'inclura pas. Donc, on le sait aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai parce qu'on a vraiment eu une rupture avec le Covid qui s'est opérée, rupture dans la formation, les modalités. Nous, dans le tourisme, on ne peut pas faire de télétravail, on ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit. On est en frontal, et alors même si on n'est pas toujours en front office vis-à-vis de notre clientèle, mais tout le back office prépare au front office. Donc là, il nous faut toujours la tête, les mains, les jambes, au moins une de chaque. Et non, mais donc on n'a pas le choix. Et je pense qu'on a la chance dans nos métiers du tourisme, on a quand même le savoir-être, l'accueil, ça doit être inscrit dans notre ADN au plus profond des chromosomes, ce qui fait qu'on doit être en capacité et on est là pour apprendre à nos professionnels d'intégrer cette notion-là. Et on est aussi là, et je le dis parce qu'il me semble l'avoir dit l'année dernière, d'informer notre clientèle à la différence. Parce qu'on a aussi une clientèle qui n'est pas toujours très cool, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais qui n'est pas toujours compréhensive par rapport à ces différences. Oui, mais ça fait partie de la vie et ça fait partie de la société. Et on est aussi une vitrine à travers ça. Et donc, je pense qu'on n'a pas le choix. Et au contraire, il faut même qu'on y aille pour montrer la valeur de nos métiers et justement donner le sens. Et les transitions au sens large, qu'elles soient environnementales ou sociales et sociétales, on doit être dedans et on doit se rentrer dans cet entonnoir qui est absolument nécessaire pour et je parlais d'art de vivre dans mon discours tout à l'heure, ça en fait partie aussi. Jean-Baptiste Tréboul, peut-être que vous voulez réagir, vous qui avez un regard un peu distancié. Moi, j'ai l'impression que les entreprises, elles cherchent toujours deux choses. Elles cherchent de la compétence et de la confiance.
Et sur ce public-là, en fait, je pense qu'il suffit de tester et pour constater qu'on peut avoir confiance, ni plus ni moins qu'avec d'autres publics. Je veux dire, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui est presque plus important que la compétence. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se reposer sur la personne ou non? Et il y a des gens qui peuvent être très compétents auxquels on n'a pas tellement confiance. Donc, je pense que ces publics-là, ils peuvent tout à fait inspirer confiance aux dirigeants, aux managers. Et est-ce que ça peut, alors là je vous pose la question encore une fois à tous, est-ce que justement ces publics-là, comme vous dites, ça peut créer finalement une nouvelle dynamique au sein même de l'équipe d'une entreprise? J'ai vu ça sur certains exemples parisiens, notamment de restaurants, où finalement ça crée une vraie dynamique et ça donnait cette notion de, je ne sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure, de sens aux salariés qui finalement se retrouvaient dans une dynamique de formation, de transmission avec un public, disons, inattendu. Juste une seconde, pour les entreprises, elles ont besoin de comprendre et d'appréhender le sujet. Donc d'abord, ça doit venir du management et de la direction. Ça, c'est vraiment important. Et elle doit apprendre à intégrer, à communiquer. Et dans l'art de recruter, la communication est hyper importante. Et dans l'art de fédérer et de garder cette communication, elle est fondamentale parce que la digitalisation, on croit que c'est formidable, mais ça empêche parfois la communication interne. Je l'entends. On parle beaucoup sur la communication externe, mais sur la communication interne. Et sur intégrer quel que soit le public, ça nécessite des passerelles entre publics et de faire comprendre la différence de l'autre. J'ai dans mes équipes plusieurs personnes en situation de handicap. On essaye là d'aller chercher des publics très éloignés de l'emploi. Si les problématiques sont différentes, les méthodes ne le sont pas. Ça veut dire qu'il y a une approche à amener qui est fondamentale. Et ça, c'est vrai qu'on va compter aussi sur tous les acteurs pour partager ces méthodes et puis avoir les bonnes pratiques. Allez-y. Je veux bien parce qu'en plus, je voulais intervenir aussi sur le fait que nous, au niveau des Greta CFA 49, ce qu'on cherche, c'est à co-construire avec des entreprises, des organismes qui accompagnent des publics éloignés de l'emploi, des personnes en insertion, des centres d'accueil de migrants, de publics allophones, etc. Donc, c'est de co-construire en fait des dispositifs parfois préqualifiants, en préparation opérationnelle à l'emploi. En fait, on cherche tous les dispositifs de financement possibles pour apporter parfois un premier niveau de qualification où on va travailler sur les Français à visée professionnelle pour les publics allophones, sur de la mobilité pour que les gens puissent se déplacer pour aller au travail. On a beaucoup d'accompagnement, en fait, des accompagnements renforcés. C'est renforcé au sein du Greta, mais aussi c'est renforcé aussi le lien avec les structures qui accompagnaient ces personnes dans le dispositif intérieur. Donc là, moi, je vous ai mis sur le côté, si vous le souhaitez, je pourrais vous le présenter, mais différents types d'actions qu'on conduit, c'est multipartenarial. Des fois, c'est le conseil régional, conseil départemental pour les publics BRSA, Pôle emploi, il y a vraiment tout dispositif. Et on essaie d'apporter de l'accompagnement renforcé, du français, des moyens de compensation pour les personnes en situation de handicap. Et on parlait des savoir-être. C'est vrai qu'on ne le fait pas sur la restauration pour l'instant, mais on travaille sur les compétences transversales sur d'autres dispositifs, le bâtiment, etc. Mais on peut très bien le mettre en œuvre sur le secteur. Vous vouliez réagir? Oui. Non, juste pour répondre à votre question de tout à l'heure, je pense que sur les jeunes, ça a un impact très positif. C'est-à-dire que dans le sondage qu'on a fait, ce qui ressort beaucoup, c'est le respect des personnes, la bienveillance, l'accueil, la tolérance. C'est des valeurs très fortes et je pense qu'elles donnent du sens. Et dans une équipe avec des jeunes, en tout cas la nouvelle génération, c'est très positif. Ils en sont fiers, à mon avis. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Alors, oui, je vais vous donner mon micro. Voilà, c'est plus qu'une question, ce sont peut-être quelques précisions. Quand il s'agit d'intégrer, d'accompagner, de comprendre, il faut avoir conscience du contexte dans lequel on se trouve pour le faire. En matière de formation professionnelle, vous savez, on entend souvent cette petite musique qui dit que le niveau baisse. C'est une petite musique régulière. En matière de formation professionnelle, c'est le contraire. Le niveau monte très fortement. Et le niveau d'exigence, des compétences attendues par le monde économique, il est de plus en plus élevé. Voilà.
Il faut en avoir conscience. On ne répare pas aujourd'hui une voiture hybride bourrée d'informatique et d'électronique comme on réparait une 4L dans les années 60, ce que j'arrivais à peu près à faire quand j'avais 20 ans. Donc on voit bien qu'on est dans ce contexte-là. Et quand on couple ça avec l'idée qu'il y a de moins en moins de demandeurs d'emploi et que moins il y a de demandeurs d'emploi, plus les personnes qui restent disponibles sont éloignées de l'emploi pour des raisons X ou Y qui ont été évoquées par les différentes personnes qui sont ici, l'idée d'accompagner, d'intégrer, de comprendre le public, le comprendre, savoir qui ils sont, etc., avec ce regard d'humanité qu'on doit avoir pour effectivement arriver à ça, prend une dimension tout à fait particulière. Hein, il faut vraiment avoir conscience de ça, et ce que vous disiez, c'est exactement ça. Hein, oui, le public évolue, il n'est plus le même, mais nos exigences en matière de professionnels ont beaucoup évolué aussi, et elles sont très élevées aujourd'hui, plus qu'avant. Le numérique est entré dans le métier du tourisme comme ailleurs, etc. Et ce ne sont plus les mêmes attentes. Ça, c'est le premier point. Puis alors, le deuxième point, c'est dire que l'attractivité, vous l'avez abordé, parce que quand on a du mal à recruter, l'attractivité, il ne s'agit pas seulement de convaincre les jeunes, les élèves, les apprenants, il faut aussi s'occuper des familles. Parce que quand on est un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, etc., on a un passé professionnel. Je peux vous dire qu'il y a j'ai été délégué académique en Champagne-Ardenne. Je peux vous dire que dans les Ardennes, les familles n'incitaient pas leurs enfants à aller vers le monde de l'industrie. Parce qu'elles avaient subi de plein fouet des vagues de licenciements énormes avec de la délocalisation de production industrielle, etc., qui ont laissé des traces indélébiles parfois dans certaines familles. Et si on ne touche pas les familles, on n'arrivera pas à toucher les enfants. Parce que quand un père ou une maman a dit non, et puis qu'elle véhicule tout un ensemble de choses sur la profession, on ne touchera pas le public. On les touche comment, les parents ? C'est tout le travail que font les campus, bien sûr, les forums, etc. Souvent, les enfants sont accompagnés par les parents. Moi, j'ai été très intéressé. Je savais ce qu'ils font, bien entendu, les Greta CFA qui vont au pied des tours. Le Greta CFA 44 va au pied des tours dans les immeubles. Ils mettent des petits chapiteaux et ils accompagnent. C'est ce qui ne se faisait pas antérieurement. Hein. Et je crois que chacun doit se mettre. Il n'y a pas que l'éducation nationale, il n'y a pas que les organismes de formation qui sont là pour toucher les familles, etc. La région fait beaucoup. Elle a cette compétence aujourd'hui. Je pense à l'Orientibus, par exemple, etc. Et puis les branches professionnelles doivent s'y mettre. Il faut absolument, c'est ce que vous avez dit très justement, on a laissé ça de côté pendant longtemps. Aujourd'hui, on en paye peut-être un peu le fruit, il faut aller plus loin. Les familles, et puis le contexte dans lequel on est, qui est un contexte d'exigence professionnelle plus élevé qu'antérieurement. Et maintenant, quand je visite les plateaux techniques de M. Lucas, par exemple, où je vois effectivement des enseignants qui n'enseignent pas effectivement LinkedIn à leurs élèves, mais qui sont en train de leur faire leur gamme, en matière de cuisine, par exemple, ou de restauration, avec un haut niveau d'exigence, avec des personnels, des enseignants qui, effectivement, s'activent pour apporter les compétences, le socle de compétences que doivent avoir les élèves pour pouvoir, effectivement, s'intégrer dans un monde professionnel exigeant, comme celui de la restauration, avec des clients exigeants, etc. Effectivement, je reste, moi, très positif sur l'idée qu'on a un magnifique appareil de formation qui peut apporter parfois même les enfants les plus éloignés aussi de l'apprentissage à ces métiers-là. Et juste pour conclure, en off, M. Lucas me disait les CAP aujourd'hui sont des niveaux de formation qui recrutent essentiellement des enfants très éloignés de l'apprentissage en grande difficulté. Je dois dire que s'ils n'étaient pas dans les établissements scolaires, dans les lycées, ils ne seraient pas de toute façon apprentis. Ils n'ont pas encore les capacités, les fameuses soft skills. Ils ont la case intermédiaire, lycée. Et moi, je veux dire, on peut rendre hommage à ce tissu éducatif que représentent les enseignants et les lycées professionnels, où on accueille tous les publics. Et s'ils n'étaient pas accueillis là, ils seraient probablement dans leur cage d'escalier. Voilà. Mais ils sont une étape antérieure pour leur donner le minimum pour pouvoir intégrer par la suite le monde économique en live, en vrai. Voilà. Donc en fait, c'était un commentaire, mais ce n'était pas une question. Est-ce qu'il y a encore une question et après pause café? J'ai rattrapé mon retard. Je rendais compte à mon chef, donc j'ai rattrapé mon retard. Est-ce qu'il y a une question? Oui, allez-y. Alors, on va essayer de vous donner un micro, mais même on va vous donner un micro, c'est pas essayer. Merci. Alors, ça fonctionne, oui. Alors, merci pour tous vos éclairages et pour avoir travaillé avec les STUA sur les problèmes de formation professionnelle dans le domaine du tourisme. Il y a des éléments aujourd'hui qui sont importants pour la formation professionnelle. La difficulté d'entrer en formation,
le manque de temps pour l'information, les problèmes de recrutement qui sont là, et les dispositifs qui sont proposés aujourd'hui, les dispositifs de formation continue, notamment envoyer les gens en formation, leur donner des formations en e-learning, mais qui ne sont pas forcément adaptées aux besoins, les problèmes d'accompagnement, puisque problème de ressources au sein même des établissements et des organismes. La formation pro aujourd'hui est un gros dilemme pour le secteur du tourisme, et on le sait. Maintenant, il y a un dispositif qui est apparu depuis la dernière loi, c'est la FEST. Et la question que je voulais poser, parce que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui peuvent apporter un éclairage à mes questionnements. Au niveau de la FEST, pour les entreprises déjà, quel est le niveau de connaissance de ce dispositif en entreprise? Est-ce que ce dispositif est accepté et est envisagé dans les entreprises? Et est-ce qu'il y a des freins? Deuxième question, juste après, on n'aura certainement pas réponse à ces questions aujourd'hui, et pour l'AFDAS, quel est le niveau d'accompagnement? Quels sont les niveaux de prise en charge qui sont envisagés? Je sais que cette question est difficile. Et sur quelles prestations vous pouvez intervenir pour accompagner ces entreprises? On démarre par vous et après on commence par votre deuxième question et on répond à votre pas de problème. question. Merci beaucoup. Sur la FEST, alors les entreprises, oui, connaissent la FEST, elles en ont entendu parler, mais après il y a certainement encore de la confusion entre de la formation interne, du tutorat, voilà, des parcours d'intégration, voilà. C'est un peu le méli-mélo, et pour le coup, ça nécessite vraiment une explicitation et quelles sont les conditions finalement de mise en œuvre de la FEST. Donc pour ça, effectivement, on peut accompagner les entreprises, et notamment dans le cadre des prestations d'appui conseil, ressources humaines, qui peuvent être proposées en fait pour mettre en place la formation en situation de travail. Sur les prises en charge, je pense qu'elles varient d'un OPCO à l'autre, donc je suis pas certaine que ça vaille que ce soit le lieu d'échanger sur ce point-là. Mais en tous les cas, effectivement, les équipes, en tous les cas des opérateurs de compétences, interviennent et accompagnent les entreprises qui souhaitent mettre en place la FEST. Est-ce que vous voulez réagir sur cet organisme? Vous en avez entendu parler? Oui. Bien sûr, on en a entendu parler. Au niveau de notre organisation professionnelle, on aide les entreprises, en tout cas, à trouver la meilleure solution de formation et d'aller chercher le public. Mais la question était aussi très pertinente de dire, il ne faut pas oublier que sur la formation professionnelle en entreprise, ça sert aussi, alors j'arrête de dire l'ascenseur social, parce qu'en fait, ce n'est pas si rapide que ça. Ce n'est plus un ascenseur, c'est un escalier social, m'a-t-on dit au dernier conseil d'administration. Donc je réplique cette réplique. C'est important aussi pour garder ces salariés de les former tout au long de leur parcours et d'écouter, et les entretiens d'évaluation servent aussi à ça, de les faire évoluer pour grandir et devenir peut-être demain tuteur et évoluer dans leur métier et évoluer dans leur parcours. Et ça, que l'entreprise ne l'oublie jamais, même pour les TPE, c'est fondamental. Et puis quand on fait ça en interne, c'est plus facile d'aller aussi accueillir en externe et donc se servir des dispositifs qui existent. Donc j'en profite pour le dire ici. Je vous propose de poursuivre éventuellement les échanges autour d'un café et on se retrouve, il est 11h10 à 11h20. 11h25. À 11h25. Bon, voilà. Merci beaucoup et merci aux intervenants de cette première table ronde. Merci beaucoup.